L'improvisation dans le monde des entreprises, dans le monde des organisations, est-ce un gros mot? A priori, oui. L'improvisation, c'est l'amateurisme. L'improvisation, c'est la négligence, c'est coupable comme terme. Improvisation qui vient d'un mot latin qui signifie qui n'est pas vu à l'avance. Donc quand on improvise, on est forcément en situation coupable. On est en mauvaise situation. Pourtant, quand on regarde de près, et notamment aujourd'hui avec la crise sanitaire qui bouleverse complètement la donne, plus d'avions dans le ciel il y a quelques mois, les restaurants fermés, etc., des pans entiers de l'économie qui s'arrêtent brutalement, bon, on est bien obligé d'improviser. Donc l'improvisation fait irruption dans le monde des organisations, comme elle a gagné sa lettre de noblesse dans le monde du jazz, dans le monde de la musique en général et dans le monde du théâtre, où l'improvisation fait partie de la formation, par exemple, de l'acteur. Bon, dans le monde des entreprises, organisations, ça semble non seulement incongru, mais totalement irrationnel de marier, d'associer en tout cas des principes de gestion avec l'improvisation. Des théoriciens pourtant s'y sont essayés, notamment dans la mouvance du concept d'agilité dans les années 90. Claudio Ciborra d'abord, qui nous a quittés prématurément en 2005, qui était un théoricien italien, qui a écrit un ouvrage qui n'est pas édité en français, Labyrinth of Information, en 2002, qui lui utilise la métaphore du bricolage, et qui dit en somme, bon, l'improvisation, c'est intéressant parce que l'improvisation, c'est tourner le dos aux stratégies d'imitation pour pouvoir prendre en charge un processus. Vous savez que depuis Taylor, ingénieur de formation, Taylor, c'est la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est la division du travail entre deux pôles qui sont de cultures complètement différentes, c'est l'ingénieur ou l'ouvrier. Taylor qui disait, l'ouvrier n'est pas là pour penser, il est là pour exécuter. Et Taylor a dit, voilà, il y a l'ingénieur qui va concevoir, qui va mentaliser l'idée, qui va ensuite traverser des phases de recherche pour développer une conception globale, puis ensuite une conception analytique, et puis ensuite il va mettre en œuvre un process d'action, et ensuite il va remettre ce process aux ouvriers qui vont être chargés de mettre en œuvre. Bien sûr, il y a des retours d'expérience, mais les retours d'expérience sont tout à fait normés, d'où le contrôle de gestion, d'où les rapports, mais les retours sont faits dans un cadre normé, imaginé et mis en place par le concepteur. Donc c'est une boucle qui est quand même tout à fait rigide. Sous l'effet de la culture du changement, on a associé de plus en plus les utilisateurs aux concepteurs. Et donc avec ce concept d'agilité, avec l'irruption des nouvelles technologies, des NTIC dans les années 90, on a dit non, l'improvisation peut être une action tout à fait originale et qui ne soit pas forcément incongrue. Ciborra a dit, moi je pense au bricolage. Voilà. La routine, c'est le virtuel, l'improvisation, c'est le réel. Donc il faut improviser dans l'entreprise, c'est une bonne chose pour les équipes. Il y a un deuxième théoricien qui s'appelle Weick, qui lui a utilisé la métaphore de l'orchestre de jazz, forcément, le jazz qui bien sûr était très influencé par l'improvisation. Weick dit, oui, il faut qu'il y ait un ensemble de dispositions, si vous voulez, cognitives, qui fassent que les équipes adoptent l'improvisation dans un cadre plus ou moins réglementé. Donc il imagine différents niveaux, et s'il reste sur la métaphore de l'orchestre de jazz, il dit voilà, il y a un niveau 1, on va changer quelques notes. Ça peut être
l'improvisation courante qui ne se remarque même pas parce que entre un cahier des charges et une application, il y a toujours des ajustements qui sont réalisés sur le terrain. En plus, il y a un niveau 2, on introduit des lignes complètes de musique. Il y a un niveau 3, ce sont carrément ce qu'on appelle en musique la variation. On introduit vraiment des blocs musicaux, mais la musique initiale reste toujours reconnaissable. Et puis enfin, il y a un niveau 4, où alors là, on ne reconnaît plus le niveau initial, c'est devenu un nouveau morceau. Et bien oui, dans l'entreprise, il peut y avoir des situations de crise où on en soit au niveau 4. Et il dit, bon, voilà, niveau 1, niveau 2, c'est plutôt les directions opérationnelles. Et alors, dès qu'on atteint le niveau 3, voire le niveau 4, alors là, ce sont des inflexions stratégiques. Donc, il y a des penseurs qui ont réfléchi sur l'improvisation. Alors, il y a des obstacles, bien sûr, à l'improvisation dans l'entreprise. Le premier, c'est la volonté. Parce que là, il n'y a pas de plaisir quand on improvise dans l'entreprise. On n'est pas sur une scène. Il n'y a pas de plaisir. C'est-à-dire que là, il y a des tâches qu'il faut accomplir et il y a un événement inattendu qui surgit. Ça peut être une crise de la Covid-19, voilà, une crise, ou alors ça peut être un défaut de conception qui entraîne le recours, qui provoque le recours à l'improvisation. Et cette volonté, elle aussi, elle se fait dans un contexte d'angoisse. C'est angoissant, c'est stressant quand on improvise, parce que en gestion, en management et en gestion d'entreprise, on est si vous voulez, sur un point de vue d'un résultat positif. Or, quand on improvise, l'éventualité d'un échec apparaît. Or, la culture, si je puis dire, de l'échec, elle est difficilement acceptable dans les entreprises. Et pourtant, elle est présente dans l'improvisation. Il faut donc que les équipes soient soudées, qu'elles acceptent les enjeux, qu'elles continuent d'assumer les tâches courantes parce que le monde ne s'arrête pas de tourner et qu'en même temps, elles improvisent. Donc il faut de la vigilance, il faut de l'agilité. Pensez à cette célèbre expérience par des psychologues à Harvard, quand ils avaient proposé à des volontaires de regarder un match de basket, des blancs contre les noirs. Il fallait compter le nombre de passes que les blancs allaient réaliser, il fallait répondre 35 passes. Et en fait, la moitié des volontaires n'a pas vu que pendant ce match, une étudiante habillée en gorille s'était frappé le torse devant la caméra pendant quelques minutes, parce qu'ils étaient absorbés par le but de l'expérience qui était de répondre au nombre de passes. L'improvisation, il faut être réactif, il faut être vigilant, et il faut être soudé. Donc il y a des conditions quand même particulières. Est-ce bon, est-ce mauvais? Il ne faut pas être manichéen. Je dis simplement que l'improvisation, aujourd'hui, plus que jamais, va faire partie de notre paysage dans le management des entreprises et des organisations. C'est un fait. Alors le bon côté, c'est que ça développe le corpus de connaissances, parce que quand on improvise, on met en œuvre ce que l'on sait faire, donc ça développe le corpus de connaissances, ça développe aussi l'esprit d'équipe, ça développe des comportements comme la bienveillance, parce qu'on risque d'échouer, donc on se serre les coudes. Il y a des côtés sombres, forcément, dans l'improvisation. Le côté sombre, c'est que les organisations peuvent être abîmées, les concepteurs peuvent être décrédibilisés en disant finalement, écoutez, laissez là qu'il y ait des charges, on va improviser, on va faire confiance à notre propre imagination. Pas forcément bon. En plus, on ne peut pas dupliquer l'improvisation. L'improvisation, elle se déroule dans un contexte bien précis. Il n'est pas dit que les mêmes process inventés à un moment donné, dans un espace donné, seront aussi efficaces à un autre endroit. Voilà, donc il y a des aspects sombres, des aspects positifs, mais en tout cas, l'improvisation aujourd'hui fait irruption et je vous engage à vous y intéresser. À très bientôt, au revoir.